De toute façon, maman, le notaire a déjà préparé le testament. Il faut juste t'enlever de la liste. Tu comprends, non? Elle l'a dit sans ciller, sans lever la tête, en continuant de couper des pommes, comme si elle parlait de rayer un ingrédient sur une liste de courses. Une phrase simple, presque anodine, mais le monde s'est arrêté autour de moi. Comme si une vitre s'était dressée entre ma fille et moi. C'était un samedi gris de novembre, un de ces matins où la lumière hésite à entrer dans la maison. Dans la cuisine de Marion, le café refroidissait dans ma tasse. La vapeur de la tarte aux pommes s'élevait lentement, comme pour me rappeler que j'avais été, autrefois, la femme qui nourrissait tout le monde. Aujourd'hui, je n'étais qu'un nom sur un papier qu'on voulait effacer. Je l'ai regardé. M'enlever? Du testament? Elle a enfin levé les yeux. Son regard n'était pas méchant. Il était froid, pratique. Mais oui, maman. Ce n'est pas logique que tu y sois encore. Le notaire l'a dit. Le notaire. Celui que je ne connaissais pas. Celui qu'elle avait vu sans moi. Elle a posé devant moi une chemise cartonnée bordeaux. J'ai tout apporté, pour que tu vois. C'est juste un avenant, un petit ajustement. J'ai posé mes doigts sur la couverture. Le carton était glacé, presque hostile. Et pourquoi cet ajustement, exactement, ai-je demandé. Elle a poussé un soupir, comme si elle avait affaire à une enfant bornée. Maman, enfin. Tu as ta pension, ta maison, tout ce qu'il te faut. Moi j'ai les enfants, le crédit, les charges. C'est normal que l'héritage de mamie revienne à celle qui en a besoin. Besoin? Ce mot a frappé quelque chose au fond de moi. Ma belle-mère, Suzanne, n'a jamais été une femme tendre. Mais elle avait une droiture presque brutale. Et un jour, devant un notaire un vieux monsieur qui sentait la cire, elle avait posé sa main sur la mienne. Denise s'est occupée de moi quand personne ne le faisait. Je veux qu'elle soit protégée. C'était sa manière de dire merci. Une manière rugueuse, mais sincère. Aujourd'hui, on me proposait de raturer cette reconnaissance. Et depuis quand tu discutes de ça sans moi? Ai-je demandé. Marion a plissé les lèvres. On anticipe, maman. Il faut être réaliste. Arrête de te vexer pour rien. Elle a ouvert la chemise bordeaux. À l'intérieur, un document imprimé. Neuf, lisse, presque parfumé à l'encre fraîche. Je me suis penchée. Là, au milieu du texte, j'ai vu mon nom. Denise Martin. Suivi d'une mention, légataire particulière. Et au stylo rouge, un trait propre, un trait parfait, barré. J'ai senti mes doigts se crisper. Tu as barré mon nom? Toi-même? Elle a rougi. C'était juste pour voir ce que ça donnerait. Le notaire m'a dit de réfléchir. J'ai fait un essai. Un essai. Elle avait fait un essai d'effacement maternel. Comme on fait un brouillon, je me suis rassis, très lentement. La pièce tournait autour de moi. Et ce que tu veux maintenant, ai-je murmuré, c'est que je valide ce trait rouge en signant un document que je n'ai jamais vu. Elle s'est raidie. Tu dramatises. Ce n'est qu'un acte juridique. Tu n'en as pas besoin de cet héritage. Moi oui, tu n'en as pas besoin. C'était plus qu'une phrase. C'était une condamnation sociale. À mon âge, on décide pour vous de ce dont vous avez besoin et de ce dont vous pouvez être privé sans dommage. J'ai fermé les yeux une seconde. J'ai vu Suzanne, assise dans son fauteuil vert, me regardant préparer sa soupe. J'ai senti sa main osseuse serrer mon poignet quand elle me disait « Je veux que tu sois à l'abri ». Marion m'observait, impatiente. « Tu signes. Comme ça, on n'en parle plus. Le notaire nous attend lundi. » Le notaire nous, pas moi. J'ai ouvert les yeux. Et tu n'as pas pensé que cet héritage pouvait être un choix de ta grand-mère? Pas une erreur à corriger? Elle a haussé les épaules. Elle était vieille, maman. Elle n'était plus lucide sur la fin. J'ai senti une brûlure monter en moi. Suzanne, même mourante, aurait mordu la main de quiconque osait prétendre qu'elle n'était pas lucide. Toi aussi, un jour, tu seras vieille, ai-je dit doucement. Elle n'a pas compris le sens de ma phrase. Elle a seulement soupiré. Tu compliques tout. Je me suis levée. J'ai rangé la chemise bordeaux dans son sac. Non, Marion, je refuse de simplifier ce qui doit être regardé en face. Je me suis dirigée vers la porte. Elle m'a suivie. Tu vas aller voir un avocat? Tu crois que c'est une guerre? Je me suis retournée. Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai déclaré. Je suis sortie. Le froid m'a frappé au visage, mais m'a rendu lucide. J'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt du bus.
les mains serrées dans les poches. Arrivé chez moi, j'ai posé mon sac sur la table. J'ai sorti mon vieux carnet à couverture verte et j'ai écrit, d'une main étonnamment stable. Aujourd'hui, Marion a barré mon nom du testament. Elle pense que je signerai dans la confusion. Demain, je demanderai à voir l'original. Et peut-être que cette fois, c'est moi qui écrirai la dernière clause. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, le froid m'a suivi jusqu'au salon. J'ai allumé la lampe en porcelaine, celle que Pierre avait réparée 3 fois, et la lumière a glissé sur les murs comme une main familière. C'est étrange, mais chaque fois que je pousse la porte de cette maison, j'ai l'impression de revenir à un endroit où le monde ne peut pas me mentir. Je me suis assise dans le vieux fauteuil vert, celui que Suzanne m'avait donné après la mort de son mari. Il est trop mou pour moi, m'avait-elle dit. Mais en vérité, elle me l'offrait parce que Pierre l'aimait. Il l'avait connu enfant. Sur un accoudoir, il y avait encore une légère tache de vernis, son vernis, qu'il avait renversé un jour en réparant une étagère. Une vie entière de petits gestes tenait dans cette tache. J'ai fermé les yeux et tout m'est revenu. Les débuts, l'effort, la maison achetée à 2 salaires réunis, l'odeur du pain chaud le dimanche, les rires de Marion quand elle courait dans le jardin avec une cape bricolée. À cette époque-là, rien n'était simple, mais rien n'était à effacer. J'avais 23 ans quand j'ai rencontré Pierre. Il travaillait comme menuisier chez un artisan d'Arcachon. Les mains solides, les yeux clairs, le sourire lent. Il respirait comme quelqu'un qui a appris à écouter d'abord, parler ensuite. La première fois qu'il m'a invité chez lui, j'ai remarqué une boîte en fer posée sur la table. C'est ma mère qui l'a laissée, m'a-t-il expliqué. Elle y mettait ses papiers importants. Et toi? Ai-je demandé. Moi, j'y mets ce que je ne veux pas perdre. Plus tard, cette même boîte est devenue la mienne. Et aujourd'hui encore, elle abrite mes actes notariés, mes lettres les plus anciennes, et la vérité que je refuse de laisser disparaître. Avec Pierre, la vie n'était pas luxueuse, mais elle avait une solidité de maison en pierre. On économisait sou à sou, on cousait, on réparait. Et quand nous avons acheté notre maison, celle-ci même où je vis encore, nous étions fiers comme 2 enfants. Je revois encore la signature, le geste ferme de Pierre, la voix du notaire qui annonçait « Vous êtes désormais propriétaire ». Propriétaire. Ce mot, je ne l'ai jamais prononcé sans une sorte de respect. Et je sais que Suzanne aussi le respectait. Suzanne est entrée dans ma vie comme une tempête contenue. Une femme sèche, droite, parfois blessante, mais toujours cohérente. Elle parlait peu, regardait beaucoup. La première fois qu'on s'est réellement rapprochés, c'était lors de la naissance de Marion. Pierre était épuisé, moi aussi. Suzanne est arrivée avec un pot au feu et des draps propres. Elle a posé le plat sur la table, a regardé la petite et m'a dit « Je te laisserai jamais tomber, tu m'entends ?» Elle ne disait pas « Je t'aime » jamais. Mais ce jour-là, c'était exactement ça. Les années ont passé. Pierre travaillait de longues heures. Marion grandissait trop vite. Et moi, j'étais souvent la seule à pouvoir aider Suzanne. Je lui faisais ses courses, je l'emmenais au médecin, je lui préparais ses repas. Elle râlait, critiquait, pinçait les lèvres, mais elle acceptait toujours ma présence. Un jour, alors que je rangeais son salon, elle m'a appelée d'une voix étonnamment douce. « Denise, approche. » Elle tenait un classeur vert. « C'est mon testament. » Je l'ai fait mettre à jour. Elle l'a posé devant moi. « Tu y es. Parce que Pierre n'a pas fini de souffrir si tu manques, et parce que tu as fait pour moi plus que mes propres enfants ne feront jamais. » Ces mots m'avaient giflé de tendresse. Je n'avais rien demandé, rien espéré. Sa reconnaissance avait été comme une validation secrète de toutes ces années où je m'étais oubliée pour tenir bon. Je n'ai jamais parlé de ce moment à Marion. Elle n'aurait pas compris que certaines transmissions ne sont pas financières. Elles sont morales. Quand Pierre est tombé malade, Suzanne a dépéri plus vite que lui. Je les ai accompagnés tous les 2. J'ai vidé des bassines, préparé des soupes, massé des épaules, porté des corps lourds de fatigue. Alors oui, l'argent n'y était pour rien. C'était l'amour, le devoir, l'habitude, tout mélangé. Ceux qui n'ont pas porté un malade croient que la famille se partage. En vérité, elle se tient ou elle s'effondre. Et après leur mort, j'ai tenu la maison seule. Les factures, les réparations,
les chutes dans l'escalier, les nuits d'hiver, tout cela m'appartenait entièrement. Jamais je n'ai demandé à Marion de m'aider. Je voulais qu'elle vive sa vie, qu'elle ne connaisse pas les renoncements que j'avais connus. Mais désormais, je vois ce que cette protection a créé. Elle croit que tout ce que j'ai bâti peut être redistribué sans moi. Elle croit que ma place est optionnelle. Elle croit que mon nom est une ligne effaçable. Ce soir-là, assise dans mon fauteuil, j'ai senti la douleur monter lentement, pas une douleur physique. La douleur d'une femme qu'on déplace discrètement vers le bord, comme un meuble dont on ne sait plus où mettre. J'ai ouvert mon carnet vert et j'ai écrit « Je ne suis pas un détail à ajuster. Je suis la mémoire de cette maison. Et personne n'efface une mémoire en la barrant au stylo rouge. » J'ai refermé le carnet. Et dans ce geste, j'ai senti que la lutte qui arrivait ne serait pas une dispute familiale. Ce serait un acte de survie. Les jours qui ont suivi cette scène ont eu la couleur des débuts de tempête. Pas de tonnerre encore, seulement ces pressentiments qui froissent l'air. Marion ne m'a pas rappelé. Elle a envoyé un seul message, court. On reparle du testament quand tu seras prête à être raisonnable. Raisonnable, le mot préféré de ceux qui veulent que vous cessiez d'exister dans l'équation. J'ai relu ce message plusieurs fois, sans répondre. À vrai dire, ce n'était pas la première fois que Marion me parlait comme à une enfant dont il faudrait gérer les émotions. Simplement, jusque-là, je n'avais pas voulu voir. Alors, j'ai commencé à réécouter les années passées. Le premier signe, je m'en souviens maintenant, c'était un déjeuner d'été, 2 ans auparavant. On était sur sa terrasse. Je lui racontais que j'avais repeint l'escalier, seule, malgré mon poignet douloureux. Elle avait souri en coin. « Maman, à ton âge, redeviens simple. Sollicite-nous avant de faire des bêtises. Redevenir simple. » Elle m'avait dit cela comme une recommandation médicale. J'avais ri pour ne pas montrer que j'avais reçu la phrase comme une gifle. Le deuxième signe, un dimanche, l'hiver dernier, elle est passée à l'improviste. J'avais laissé traîner sur la table le livret de famille et quelques documents pour mon assurance. Elle les a feuilletés sans me demander la permission, comme on réarrange des jeux de cartes. Elle a fait une moue agacée. « Tu devrais classer ça différemment. Je ne retrouverai jamais tes papiers le jour où… » Bon, bref. Le jour où, elle n'avait pas terminé sa phrase. Mais ce blanc-là, je le connais. C'est celui que les enfants utilisent quand ils anticipent trop tôt notre départ. Je m'étais contentée de ranger le livret dans ma boîte en fer en murmurant « Je m'en occupe ». Elle avait haussé les épaules. « Tant que ce n'est pas moi qui dois faire le ménage dans tes affaires », un frisson m'avait parcouru. À l'époque, je n'avais pas su lui donner un nom. Aujourd'hui, je sais, c'était le mépris doux, celui qui se déguise en organisation. Le troisième signe a été encore plus discret. C'était le jour où elle m'avait parlé de sa collègue qui s'occupait de ses parents âgés. « Tu vois, maman, certains savent anticiper. Ils adaptent la maison, ils préparent les papiers, ils arrêtent avec les sentiments. » J'avais répondu naïvement, « On ne peut pas effacer les sentiments pour simplifier la vie. » Elle avait éclaté de rire. « Si, justement. C'est ça, être adulte. » J'avais senti que quelque chose nous séparait, mais je n'avais pas encore compris l'ampleur de cette distance. Et puis, il y a eu ces petites phrases dispersées dans les semaines qui ont précédé l'histoire du testament. « Maman, un jour, il faudra accepter de passer la main. C'est bizarre, tu tiens tellement à des papiers. On ne doit pas suspendre l'avenir parce que tu t'accroches au passé. » Des phrases anodines en apparence. Mais dans leur répétition, j'entends désormais un projet. Un projet qui ne me laissait presque plus de rôle. Les jours suivants, j'ai commencé à observer ce qu'elle ne disait pas. Quand je l'appelais, elle répondait trop vite. « Là, je suis en réunion, maman, je te rappelle. » Et elle ne rappelait pas. Quand je lui parlais d'un souvenir de Suzanne, elle coupait court. « Oh, maman, arrête avec ça. On ne va pas vivre dans la nostalgie. » Quand je lui ai proposé un jour de l'aider à garder les enfants, elle avait répondu « Ce n'est pas nécessaire. On gère très bien. » Le home m'avait exclu définitivement. Il y avait aussi cette manière nouvelle qu'elle avait de toucher mes affaires. Un soir où je venais dîner, elle a pris mon porte-monnaie, posé sur la table et l'a ouvert. « Tu devrais trier tes cartes, maman. Tu en as trop. Tu vas te mélanger. » Elle parlait comme une tutrice. Et moi, je la regardais faire, sans savoir qu'elle préparait déjà l'effacement qui viendrait plus tard. La semaine précédant le choc du testament, elle est venue me voir avec 3 sacs de courses.
Je t'ai pris des compotes, des yaourts, des trucs faciles. Évite de cuisiner trop. Tu te fatigues pour rien. Elle avait vidé mes placards sans me demander. Sa sollicitude avait une odeur étrange, celle d'un inventaire avant reprise. Je me souviens avoir pensé « c'est gentil ». Mais ce n'est plus de la gentillesse. C'était une prise de territoire. Et puis, il y a eu ce moment précis, le dernier avant la rupture. Elle tenait un dossier dans ses mains, assise dans mon salon. Elle a dit, comme si c'était un fait établi, « Au fond, maman, tu n'as pas besoin d'être dans un testament. Tu as besoin d'être rassurée. Nous, on se charge de tout. Nous, elle et le notaire que je ne connaissais même pas. » Je me souviens avoir eu froid, pas un froid physique, un froid d'effacement. Le même froid que j'ai ressenti quand j'ai découvert que mon nom, sur le testament, avait été barré d'un trait rouge. Le soir où j'ai rassemblé tous ces souvenirs, j'ai compris que ces signes n'étaient pas des maladresses. C'était une pente, lente mais régulière, qui m'amenait vers un rôle réduit, celui de la mère à gérer, de la vieille femme qu'on range dans un dossier administratif. Alors j'ai écrit, dans mon carnet, une phrase qui m'a délivrée d'un seul coup. Les signes étaient là. Je ne les voyais pas. On n'efface jamais une mère d'un testament en un seul jour. On commence par l'effacer de sa propre table. Et en refermant le carnet, j'ai senti que la bataille n'avait pas commencé à la chemise Bordeaux. Elle avait commencé bien avant, le jour où ma fille avait cessé de me regarder comme une personne et commencé à me traiter comme une variable. La goutte d'eau n'est pas toujours un cri, ni une gifle, ni une porte claquée. Parfois, c'est un papier, un simple papier, un rectangle blanc qui tient dans la main, mais qui vous retire soudain le sol sous les pieds. Pour moi, cette goutte d'eau est arrivée un jeudi matin. J'allais à la poste pour envoyer un colis à Emma, un petit pull que je venais de lui tricoter, quand j'ai croisé, par hasard, le facteur du quartier. Un homme discret, aimable, qui connaissait les habitants mieux que quiconque. « Ah, Madame Martin, j'ai justement un recommandé pour vous, » dit-il en fouillant dans son sac. « Un recommandé? De qui ?» Quand il m'a tendu l'enveloppe blanche, j'ai immédiatement reconnu l'entête. Cabinet notarial Chassel, Dupin. Le nom m'a frappé au ventre. C'était le notaire de Marion. Celui qu'elle voyait sans moi. Celui qui avait préparé l'avenant du testament. J'ai signé la réception et j'ai marché jusqu'à un banc dans le square. Mes mains tremblaient un peu. L'enveloppe était légère. Trop légère pour contenir de bonnes nouvelles. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un document de 4 pages. L'intitulé m'a brûlé les yeux. Projet de rectification testamentaire, transmission successorale, Suzanne Delorme. J'ai senti une chaleur monter dans mes joues, un mélange de colère et d'incrédulité. Je me suis mise à lire, lentement, chaque mot. Sur la première page, en petits caractères, figurait une phrase que je n'oublierai jamais. À la demande expresse de Madame Marion Delorme, unique héritière désignée, unique héritière, unique. Le mot brillait comme une insulte. Je n'avais jamais demandé à être héritière unique, ni héritière tout court. Je voulais seulement qu'on respecte la parole que Suzanne m'avait donnée. Mais ce n'était pas ce que je lisais. C'était un renversement. Un effacement propre, net, sans bavure. Page 2. Je suis tombée sur la clause qui m'a glacé le dos. La donatrice révoque la disposition en faveur de Madame Denise Martin, considérée comme caduque au regard de l'évolution familiale. L'évolution familiale. C'était donc ainsi qu'on renommait l'ingratitude, qu'on rebaptisait l'effacement, qu'on justifiait la décision de barrer mon nom d'un trait rouge. Page 3. Un paragraphe précisait que la révocation devait faire l'objet d'une signature rapide afin de garantir la sécurité juridique de la succession. Une signature rapide. On parlait donc de moi comme d'un simple obstacle administratif à éliminer sans délai. Et puis, page 4. La dernière phrase. Nous vous prions, madame, de bien vouloir signer l'accord joint pour confirmer que vous renoncez à toute disposition testamentaire à votre égard. J'ai senti quelque chose se briser. Pas mon cœur. Non, quelque chose de plus ancien, de plus profond. Cette croyance naïve que ma fille n'irait jamais jusque-là. Le banc sous moi semblait dur, trop dur. Le vent a soufflé dans les branches nues du square. Un enfant a crié au loin. La vie continuait, indifférente. J'ai relu la dernière page. Une phrase griffonnée au stylo m'a frappé. À renvoyer avant lundi. Lundi.
3 jours. Mon effacement avait un calendrier, une date limite. J'ai mis longtemps avant de pouvoir bouger. Mes mains étaient froides, le papier me semblait brûlant. J'ai rangé les feuilles dans mon sac, comme on glisse un couteau qu'on vient de recevoir dans le ventre, et je suis rentrée chez moi en marchant plus vite que d'habitude. À peine la porte refermée, je suis allée droit vers ma boîte en fer. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, le testament original de Suzanne me regardait, solide, écrit à l'encre noire, signé de sa main tremblée mais ferme. J'ai posé côte à côte l'original, la version falsifiée par l'ambition de ma fille. La comparaison était obscène. Sur l'original, une phrase lumineuse simple. Je lègue à Madame Denise Martin une somme destinée à assurer sa tranquillité et sa reconnaissance pour les soins prodigués. Et maintenant, on m'envoyait un document où cette phrase était remplacée par disposition caduque en raison de l'évolution familiale. Caduque, comme si j'étais morte avant l'heure, comme si j'étais devenue un souvenir gênant qu'on gomme pour faciliter la comptabilité. J'ai senti une colère longue, profonde, mais calme, une colère qui ne détruit pas, qui éclaire, une colère qui pose les choses à leur place. Et au milieu de cette colère, une pensée, si je signe, je me nie. Si je refuse, je me retrouve. Le soir même, Marion m'a appelée. Sa voix était trop douce, trop préparée. Maman, tu as reçu le dossier du notaire? Il ne faut pas t'inquiéter, c'est juste une formalité. Je l'ai coupé. Tu aurais pu m'en parler avant. Un silence. Puis, sèchement, je pensais que ce serait plus facile comme ça. Tu comprends, non? On évite les histoires. Les histoires, ai-je répété, ce ne sont pas des histoires, Marion. Ce sont des vies. Elle s'est agacée. Tu dramatises. Maman, tu n'as pas besoin de cet héritage. Moi si. Ce n'est pas une question de besoin. C'est une question de vérité. Elle a expiré fort. Tu vas quand même signer, j'espère? Alors j'ai compris. Vraiment compris. Elle ne voulait plus discuter. Elle voulait clore un dossier. J'ai répondu doucement. Je vais signer quelque chose, oui? Ah, merci maman. Tu vois que tu es raisonnable. Je vais signer chez mon propre notaire. Quoi? Dans mon propre bureau? Maman, pourquoi tu fais ça? Pour la même raison que Suzanne avait inscrit mon nom en toutes lettres, parce qu'on ne s'efface pas soi-même. Elle a raccroché. Je suis restée seule, dans ma cuisine. La lumière tombait doucement sur la table. Et je savais, à cet instant précis, que la guerre silencieuse avait commencé. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. La goutte d'eau est tombée. Ce n'est pas un papier, c'est un verdict. Je vais répondre non pas avec des cris, mais avec des clauses. La nuit qui a suivi le coup de massue du recommandé, je n'ai presque pas dormi. Le sommeil tournait autour de moi sans jamais s'approcher, comme un chat méfiant. Je suis restée dans mon lit, les yeux ouverts, à regarder les ombres se déplacer sur le plafond. Chaque fois que j'essayais de fermer les paupières, je revoyais la phrase « disposition caduque », un mot sec, administratif, mais qui, en vérité, voulait dire « vous ne comptez plus ». Le plus douloureux n'était pas la somme en jeu. Suzanne n'était pas riche, et je n'attendais rien. Le plus douloureux, c'était de sentir que ma fille avait pu envisager mon effacement sans trembler. Non pas par méchanceté, mais par certitude. La certitude que j'étais devenue une femme dont on peut disposer. Vers 3 heures du matin, je me suis levée. La maison était silencieuse, profonde, presque trop calme. Je suis allée dans la cuisine, j'ai allumé la petite lampe près de l'évier. Sa lumière jaune faisait briller la boîte en fer posée sur la table. La boîte de pierre, je l'ai ouverte. À l'intérieur, mon monde tenait dans quelques feuilles. Le testament original de Suzanne, notre acte de propriété, un vieux reçu de soins hospitaliers que Pierre n'avait jamais voulu jeter, et une lettre que Marion m'avait écrite lorsqu'elle avait 15 ans. « Maman, tu es la plus forte des femmes que je connais. » Je l'ai lue lentement. Chaque lettre tremblait de l'adolescence passée. Je me suis demandé, quand a-t-elle cessé de me percevoir comme une force pour ne plus me voir que comme un poids? Je me suis assise. J'ai pris mon carnet vert. J'ai écrit. Ils ne vous effacent jamais d'un coup. Ils effacent d'abord l'idée que vous puissiez dire non. J'ai refermé doucement le carnet. Au petit matin, je me suis préparé un café. Le jour se levait à peine, un rose pâle floutait les carreaux.
Je tenais ma tasse entre mes mains comme on tient un secret. Je savais que j'avais un choix à faire, un choix qui allait définir le reste de ma vieillesse. Je pouvais laisser passer, signer, me dire que ce n'était pas grave, que j'avais assez vécu pour ne pas chipoter sur des questions juridiques. Ou bien, je pouvais regarder en face la vérité. Si je signais, j'entérinais ma propre disparition. Et cela, je ne pouvais plus. Je ne voulais pas mourir déjà, administrativement, avant même d'avoir fermé les yeux. J'ai pensé à Pierre, au courage tranquille qu'il avait toujours eu, aux fois où il m'avait dit « Denise, il y a 2 façons de perdre, renoncer ou avoir peur ». Je savais que lui, à ma place, ne signerait jamais un document qu'on lui impose dans le dos. Il aurait demandé « Où est la justice? Où est la vérité? Où est la parole donnée ?» Alors je me suis dit « Je ne vais pas laisser les morts être trahis par les vivants. » Car oui, ce n'était pas seulement mon nom qu'on effaçait. C'était la mémoire de Suzanne, celle de Pierre, celle de toutes les heures que j'avais passées à soigner, réparer, accompagner, tenir debout, ce que d'autres ne voyaient même pas. La mémoire des femmes âgées ne tient pas dans les photos, mais dans les papiers. Et c'est pourquoi on s'en prend si souvent à ces papiers. Ils sont la preuve que nous avons existé. J'ai pensé aussi à Marion, à la petite fille qu'elle avait été, qui se glissait dans notre lit les nuits d'orage, à ses cheveux collés sur son front quand elle pleurait pour un chagrin d'école, à la jeune femme trop pressée, trop brillante, trop moderne, qui avait fini par croire que tout se gérait, même une mère. Je ne voulais pas la perdre, je ne voulais pas me battre contre elle, mais je ne pouvais pas lui donner raison. Pas cette fois. Vers 9 heures, j'ai pris une décision. Une décision simple, mais irrévocable. Je ne signerai rien sans mon propre notaire. Pas pour l'argent, pas pour la maison, pas pour la clause, pour ma dignité. Je me suis assise et j'ai respiré profondément. La sensation était étrange, comme si une colonne vertébrale nouvelle se formait lentement en moi. Comme si la vie me disait « Tu peux encore choisir ». En début d'après-midi, j'ai marché jusqu'au bassin. Le vent portait l'odeur de sel et d'algues. J'ai regardé la mer, qui avançait et reculait. Toujours le même mouvement, toujours la même patience. Et j'ai compris que ma résistance serait comme cette marée, calme, régulière, inévitable. Je me suis dit, je ne crierai pas, je ne me justifierai pas, je vais agir. Parce que c'est cela, au fond, la justice des femmes âgées. Une justice silencieuse, mais méthodique. Une justice qui ne casse rien sauf les mensonges. Le soir venu, j'ai préparé la table, rangé la cuisine, fermé les volets, et avant d'aller me coucher, j'ai relu la dernière page de mon carnet. Je ne suis pas un héritage à simplifier. Je suis une vie à respecter. Demain, j'appelle mon notaire. Puis j'ai soufflé la bougie. Dans la pénombre, j'ai senti quelque chose de nouveau en moi. Non pas de la colère, non pas de la vengeance, mais une lucidité froide, précise, presque apaisée. La lucidité de quelqu'un qui a enfin compris que la survie commence le jour où l'on dit non. Le lendemain matin, j'ai appelé le cabinet de mon notaire, Maître Perrin. Sa secrétaire, une femme douce que je connaissais depuis des années, m'a reconnue immédiatement. « Bonjour, Madame Martin. Que puis-je faire pour vous? J'aurais besoin de voir Maître Perrin très vite. » Il y a eu un court silence. « Très bien, Madame. Cet après-midi à 15 heures, cela vous conviendrait? Parfait. » J'ai raccroché, et j'ai senti une force nouvelle me traverser. Ce n'était pas de la bravoure, juste la sensation claire et limpide d'être enfin alignée avec moi-même. Je me suis assise à ma table de cuisine, la boîte en fer était devant moi. J'ai sorti le testament original de Suzanne, le recommandé reçu la veille, la chemise bordeaux de Marion, mon carnet vert. J'ai tout posé soigneusement en piles distinctes, comme une archéologue qui classe ses preuves avant de raconter l'histoire d'une civilisation oubliée. Je me suis fait un thé, puis j'ai commencé à relire chaque document. L'exercice a pris la matinée, je surlignais, j'annotais, je notais les écarts. À mesure que j'avançais, une évidence s'imposait. Ce dossier n'était pas un simple ajustement, mais une tentative de réécriture totale. À 13 heures, j'ai enfilé mon manteau gris, celui que Pierre aimait parce qu'il tenait chaud sans peser, et je suis partie à pied. Il faisait un vent froid, mais sec. Les pins du parc frémissaient doucement. Ce chemin, je le connaissais par cœur. C'était celui que j'avais emprunté pour la signature de notre maison,
puis pour les déclarations de succession après la mort de Pierre. Chaque pas était une mémoire. Arrivé devant le bâtiment ancien où travaillait Maître Perrin, j'ai senti une chaleur familière. C'était un homme intègre, patient, jamais pressé. Il m'avait vue forte, puis dévastée, puis reconstruite. Lorsqu'il m'a accueillie, il a pris ma main entre les siennes, un geste rare chez lui. « Vous avez l'air préoccupée, Denise. » Je me suis assise. J'ai posé la chemise bordeaux sur son bureau de bois blond. Je crois que quelque chose d'injuste se prépare. Il a ouvert le dossier, page après page, silencieux. Son front s'est légèrement plissé. Lorsqu'il a atteint la clause caduque, il a poussé un souffle discret, presque un soupir d'indignation. « Qui vous a envoyé cela ? » ?»« Le notaire de ma fille. »« Sans vous consulter en amont ? » ?»« Non. »« Et votre signature n'apparaît nulle part ? » ?»« Non plus. » Il a secoué la tête. « C'est étonnant et inquiétant. » Puis il a posé une phrase qui m'a fait l'effet d'une lumière. « Denise, ce document n'a aucune valeur si vous ne le signez pas. Aucune. » Je l'ai regardé. « Aucune ? Aucune. Ce n'est qu'un projet. Et un projet, sans consentement, ne change absolument rien. » J'ai senti mes épaules se détendre d'un coup. J'avais tenu mon souffle depuis 24 heures sans le savoir. Mais, ai-je ajouté, il semble pressé. Oui, j'ai remarqué la date limite. Il a tapoté sur le document. Ce genre de pression n'a rien de légal. C'est, disons, une tentative morale. Une tentative morale. Je savais ce qu'il voulait dire. Une tentative de me faire peur avant que je réfléchisse. « Que dois-je faire, maître ?» Il a répondu sans hésiter. « Rien. Absolument rien. » Puis, après une seconde, à part protéger ce que vous avez, il a pris un stylo. « Je vais rédiger un courrier de ma main. Vous n'aurez qu'à le remettre si nécessaire. Vous n'avez aucune obligation. » Il s'est lancé dans l'écriture, précis, rapide. Moi, je respirais. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais vraiment. Quand il me tendit l'enveloppe scellée, il ajouta « Et maintenant, permettez-moi un conseil. De vie, pas de droit. » J'ai hoché la tête. Ne répondez pas dans la précipitation. La précipitation est l'allié de ceux qui veulent disposer des autres. Je suis restée silencieuse, cette vérité venait de me transpercer. En sortant du cabinet, j'ai marché lentement jusqu'au bassin. La mère était là, fidèle, indifférente aux injustices humaines. Je me suis assise sur un banc. Le vent me piquait le visage, mais cela me faisait du bien. Je sortis mon carnet vert. J'ai écrit. Ce n'est pas moi qui suis caduque. C'est leur précipitation qui trahit leur peur. Je ne signerai pas ce qu'on me tend en me tournant le dos. La mère avançait, reculait, comme une horloge. Le soir, de retour chez moi, j'ai commencé ma préparation minutieuse. Pas une préparation violente, pas une vengeance, une restauration. J'ai créé 3 dossiers dans ma boîte, témoignages et souvenirs, pour les documents de Suzanne, les lettres anciennes. Testament original, avec une note, ne jamais déplacer ce dossier. Pression et manipulation, où j'ai glissé le projet envoyé par Marion. J'ai daté chaque page, annoté chaque différence, numéroté chaque élément. Puis j'ai fait ce que Maître Perrin m'avait conseillé. J'ai photocopié le testament original, fait des duplicata, et scellé une copie dans une enveloppe que j'ai confiée à ma voisine Mireille, une amie fidèle. « Garde-moi ça », lui ai-je dit. Elle a répondu sans poser de questions. « Bien sûr, Denise. » Cette nuit-là, avant de me coucher, je me suis regardée dans le miroir. Il y avait dans mes yeux quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Une clarté ferme, pas de rage, pas de larmes, une détermination tranquille, presque tendre. J'ai murmuré, « Je ne me défends pas contre ma fille. Je défends ma vérité. Et personne n'a le droit de l'écrire à ma place. » Puis j'ai éteint la lumière, certaine d'une seule chose. La prochaine étape ne serait pas une confrontation bruyante, mais un retournement silencieux. Le lundi suivant, celui où je devais renvoyer le document signé, selon l'exigence du notaire de Marion, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Il n'y avait pas de soleil, mais une lumière blanche, presque clinique, qui donnait à la cuisine un air de salle d'attente. Je me suis préparé un café, mais je n'en ai bu que 2 gorgées. J'attendais l'appel de Marion. J'attendais aussi ce moment depuis 4 jours, sans l'appréhender, avec une sorte de calme aiguisé.
le calme de quelqu'un qui sait qu'il n'a plus à prouver sa bonne foi. Vers 10 heures, elle a appelé, la voix crispée, trop aimable pour être sincère. « Alors, maman, tu as signé ?» Je me suis essuyé les mains sur mon torchon, comme si j'enlevais la dernière trace de faiblesse. J'ai lu, ai-je répondu. « Oui, parfait. Il faut me le renvoyer ce matin, sinon le notaire ne pourra pas finaliser. » Finaliser. Ce mot a ricoché dans ma poitrine. Je voudrais t'en parler, Marion. Viens cet après-midi. Silence. Elle n'aimait pas les imprévus. Bon. D'accord. 15 heures? 15 heures. J'ai raccroché. Et toute la maison a semblé expirer à ma place. La bataille allait se jouer là, dans ma salle à manger, entre une mère à qui l'on demandait de s'effacer et une fille persuadée que la logique administrative passait avant l'amour. À 14 heures, j'ai disposé les documents sur la grande table. L'original du testament de Suzanne, le projet falsifié, mes annotations, la lettre de Maître Perrin, mon carnet vert. Rien d'agressif. Tout parfaitement ordonné. Comme une scène qu'on éclaire avant que les acteurs n'entrent. À 14h55, j'ai entendu la voiture de Marion se garer. Son pas sec a résonné sur l'allée. Elle est entrée sans même déposer son manteau. « Maman, il faut vraiment faire vite. » Le notaire, elle s'est arrêtée net. Son regard est tombé sur la table. Sur le testament original que je venais d'ouvrir. Sur les clauses. Sur les dates. Sur la phrase légataire particulière. Denise Martin. Elle a pâli légèrement. « Pourquoi tu as sorti ça ?» Je me suis assise. Pour comprendre. Elle s'est assise en face. J'ai ouvert la lettre de Maître Perrin. « Je suis allée voir mon notaire, dis-je. Il m'a tout expliqué. » Elle a haussé la voix. « Tu es allée derrière mon dos ? Je protège mes droits, Marion. C'est derrière mon dos que tu es allée. » Elle a serré les dents. « Bon. Tu vas signer ou pas ?» J'ai tourné le testament vers elle. L'original. « Lise, » ai-je murmuré. « Relis les volontés de ta grand-mère. » Elle a parcouru quelques lignes, agacée. « Je connais ce document, maman. Mais les situations changent. » Non. J'ai parlé lentement. Ce qui a changé, c'est votre manière de lire ma place. Elle a baissé les yeux. Sa main tremblait presque imperceptiblement. « Marion, ce document, celui que tu veux que je signe, il n'a aucune valeur sans mon accord. Et je n'accorderai pas quelque chose qu'on m'arrache. » Elle a inspiré profondément. « Maman, pourquoi tu fais ça? Je veux juste simplifier. » J'ai posé mes deux mains à plat sur la table. La simplification n'est pas un prétexte pour effacer quelqu'un. Elle a voulu protester. J'ai ouvert mon carnet vert. J'ai tourné les pages, montrant mes notes, les dates, mes souvenirs avec Suzanne. Ta grand-mère a voulu me remercier. Je ne réclame rien. Je réclame juste qu'on n'efface pas la vérité de ce qu'elle a écrit. Elle s'est levée brusquement. « Donc, tu refuses ?» Je me suis levée aussi, mais lentement, très lentement. Le genre de lenteur qui fait plus de bruit qu'un cri. « Oui. Je refuse de signer ce qui me nie. » Elle s'est mise à marcher dans la pièce, nerveuse. « Le notaire va me tuer. On avait prévu. » On. J'ai souligné ce mot. « Vous avez prévu sans moi. C'est votre erreur, pas la mienne. » Elle s'est arrêtée. Son visage s'est fermé. « Tu veux compliquer la succession ? » Non, je veux la respecter. Alors je lui ai tendu le document original. « Tu sais lire. Lis cette phrase. » Elle a lu, presque sans voix. « Je lègue à Madame Denise Martin une somme destinée à assurer sa tranquillité et sa reconnaissance. » Elle a levé les yeux vers moi. Elle a compris que ce n'était pas une question d'argent, que c'était une question d'existence. J'ai repris doucement. « Ce n'est pas toi que je combats, Marion. C'est l'effacement, celui qui commence par un trait rouge. » Marion a vacillé. Je l'ai vue. L'espace d'un instant, elle n'était plus la femme pressée, sûre d'elle, experte en dossier. Elle redevenait une fille. Ma fille. Maman, sa voix s'est brisée. Je ne voulais pas te blesser. Je suis restée immobile. Alors arrête de simplifier ce qui doit se respecter. Elle a reculé d'un pas. Je vais réfléchir. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a attrapé son sac. Je dois partir. Elle a quitté la maison, sans bruit, sans claquer la porte. La pire manière de partir, la plus silencieuse. J'ai rangé les documents. J'ai refermé la boîte en fer.
J'ai posé ma main dessus. Et je me suis dit, le piège ne s'est pas refermé sur moi. Il s'est refermé sur le mensonge. Calmement, exactement comme il le fallait. Les 3 jours qui suivirent cette scène silencieuse furent étrangement immobiles. Aucun appel, aucun message, même pas un emoji. Ces minuscules solutions que Marion utilisait d'habitude pour combler sans effort les conversations qu'elle n'avait plus le temps d'avoir. La maison était calme, mais un calme lourd, comme un drap humide posé sur les épaules. Je savais que quelque chose était en train de se fissurer dans la vie de ma fille. Et je savais aussi que je ne pouvais ni réparer, ni recoller, ni expliquer. Ce n'était plus à moi de faire ce travail-là. Le premier signe de l'éclatement est venu du côté le plus inattendu. Julien, mon gendre. Il a débarqué un soir, sans prévenir. Il n'est pas entré. Il est resté sur le seuil, son manteau encore fermé, les mains dans les poches. Son regard était un mélange de colère et de lassitude. « Denise, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as fait ?» Je l'ai regardé. Il n'y avait ni douceur, ni reproche dans ses yeux, seulement de l'épuisement. « Ce que j'ai fait ?» ai-je répété. « Oui, tu as mis Marion dans un état. » Il cherchait ses mots. Il venait difficilement. « Elle est persuadée que tu l'as trahie, que tu veux réécrire toute la succession pour toi. » J'ai fermé les yeux un instant. La phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais imaginé. « Elle t'a vraiment dit ça ?» Elle pleure sans arrêt, Denise. Elle dit que tu l'as punie, que tu veux tout garder pour toi. Je me suis sentie brusquement très vieille, très fatiguée. Je me suis adossée au mur. « Julien, je n'ai rien demandé. C'est ce que je lui dis. Mais elle est persuadée que tu l'as humiliée, que tu l'as piégée devant le testament de sa grand-mère. » Ce mot « piégé » m'a presque fait rire. Un rire sec, sans joie. Je n'ai tendu aucun piège, Julien. J'ai simplement montré la vérité. Il a baissé la tête. Elle n'était pas prête pour ça. Personne ne l'est jamais, quand la vérité déplaît. Il est resté silencieux. Puis il a murmuré. « Tu vas signer finalement ?» Pour apaiser, je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Il a hoché la tête, sans colère, comme un homme qui comprend enfin que certaines choses ne se négocient pas. Il est parti sans entrer. Et j'ai refermé la porte, doucement. Le deuxième signe de l'éclatement familial est arrivé 2 jours plus tard. Un message de ma petite fille, Emma. « Mamie, tu peux venir à la kermesse vendredi? Maman dit que tu viendras pas cette année. » J'ai eu un pincement au cœur. Je n'avais jamais manqué une kermesse. Pas une seule. Alors j'ai répondu. « Bien sûr que je viens, ma chérie. » Quelques minutes plus tard, Marion m'a envoyé un message. « Maman ne vient pas. Je ne veux pas de tension devant les enfants. » Les enfants. Cette fois encore, le nous m'excluait. J'ai posé le téléphone. J'ai attendu. Puis j'ai écrit. « Je viendrai pour Emma. Pas pour discuter. Pas d'insultes. Pas de drame. Rien que la vérité. » Elle n'a pas répondu. Le vendredi, j'ai traversé la cour de l'école. Les enfants couraient partout. L'air sentait la barbe à papa, la peinture, la joie simple. Emma m'a vue et s'est précipitée vers moi. Elle m'a embrassée avec cette spontanéité que les adultes perdent trop vite. « Mamie, tu es venue. Tu viens voir mon spectacle ?» Je lui ai souri. Évidemment, je sentais, derrière moi, les regards des parents, les chuchotements, les rumeurs qui gonflent dans les villages comme de vieilles tentures poussiéreuses. Puis j'ai croisé Marion. Elle m'a vue. Elle a hésité. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle tenait un gobelet de café vide. Elle ne s'est pas approchée. J'ai compris alors que l'éclatement familial ressemblait moins à une bombe qu'à un tremblement lent, profond, silencieux. Elle a détourné les yeux. C'était la première fois de ma vie que ma fille refusait consciemment de me regarder. Un refus choisi, une cloison qu'elle mettait entre nous. Et c'est là que j'ai senti la douleur véritable. Pas dans l'héritage, pas dans le testament, dans ses yeux qui cherchaient le sol pour éviter les miens. Après le spectacle, je suis partie la première. Je n'ai pas voulu provoquer, ni imposer ma présence. J'ai marché jusqu'à la maison, sous un ciel gris, avec un goût de sel dans la bouche, mais ce n'était pas la mer. Dans l'entrée, j'ai accroché mon manteau. Puis je me suis assise à la table, devant la boîte en fer. J'ai fermé les yeux. Je comprenais désormais que l'éclatement familial n'était pas la conséquence de ma décision, mais l'inévitable résultat du mensonge qu'on avait voulu m'imposer.
Une famille ne se brise pas quand la vérité apparaît. Elle se brise quand l'un des siens choisit délibérément d'écrire l'histoire sans les autres. Le soir même, j'ai ouvert mon carnet vert. J'ai écrit « Il croit que je veux gagner. Je veux seulement rester entière. Le prix à payer est lourd. La distance, les regards fuyants, les invitations annulées. Mais il est moins lourd que de disparaître vivante. » Puis j'ai ajouté « Une mère ne rompt pas le lien. Elle cesse simplement d'être un terrain de manœuvre. » La maison était silencieuse, mais ce silence n'était plus une solitude. C'était une frontière que je n'avais plus peur de tenir. Le printemps est arrivé sans me demander la permission. Un matin, en ouvrant les volets, j'ai vu que les glycines du jardin, que je pensais mortes cet hiver, commençaient à bourgeonner. De minuscules grappes vert tendre. Il m'a suffi de regarder ces bourgeons pour comprendre que ma propre vie, elle aussi, était en train de reprendre à un endroit inattendu. Depuis l'éclatement, Marion ne m'appelait plus. Les jours étaient silencieux, mais pas pesants. Un silence d'après-tempête, celui où l'on entend à nouveau ses propres pas, sa propre respiration. Je me suis mise à marcher plus souvent le long du bassin. J'y allais chaque matin, même quand le vent était froid. Je prenais un café au kiosque du port, toujours à la même table, celle avec la vue sur les bateaux de plaisance. La serveuse, une jeune femme nommée Ambre, m'accueillait avec un sourire qui n'avait rien de forcé. Le café serré, Madame Martin, comme toujours. Ce comme toujours m'aidait à me rappeler que j'existais toujours comme cliente, comme femme, comme présence pas seulement comme mère en défaut d'obéissance. Un jour, au marché, j'ai croisé Mireille, ma voisine, celle à qui j'avais confié une copie du testament original. Elle m'a demandé « Et ta fille ?» Je lui ai répondu honnêtement. Elle prend sa distance. Mireille a hoché la tête, sans jugement. Parfois, les enfants s'éloignent quand ils ne savent plus comment vous plier. Sa phrase m'a fait sourire tristement. Je savais qu'elle avait raison. C'est à cette époque-là que j'ai décidé de rejoindre un petit club de lecture pour femmes de plus de 60 ans, les Voix du Jeudi. On se retrouvait dans l'arrière-salle d'une librairie d'Arcachon. Des femmes si différentes, mais qui avaient toutes un point commun. Une histoire qu'on n'avait pas vraiment écoutée. La première fois, je me suis assise au fond, discrète. Mais quand la libraire nous a proposé de lire un texte personnel, une femme a levé la main et dit « Moi, je veux raconter comment ma fille a essayé de me mettre sous tutelle sans me prévenir. » Un murmure a parcouru la salle. J'ai inspiré lentement. Puis j'ai dit « Je crois que nous avons toutes ici quelque chose que quelqu'un a tenté de nous faire signer. » Elles ont ri, un rire de connivence, de femme enfin comprise. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps, celui d'appartenir à un groupe qui ne me demandait pas de me simplifier. Puis, à ma surprise, c'est Emma qui est revenue vers moi la première. Un samedi matin, alors que j'arrosais mes plantes, j'ai entendu quelqu'un courir dans l'allée. Elle est arrivée essoufflée, ses cheveux attachés à la va-vite. « Mamie, je voulais te voir. » Elle m'a serré si fort que j'ai dû m'appuyer contre le mur pour garder l'équilibre. « Maman dit que tu veux plus nous voir. » J'ai fermé les yeux une seconde. « Ce n'est pas vrai, ma chérie. » Alors pourquoi elle pleure? Parce qu'elle ne sait plus comment me parler. Et toi? Moi j'attends qu'elle revienne sans vouloir m'effacer. Emma m'a regardé longtemps, plus sérieusement que son âge ne l'exigeait. « Tu sais, mamie, parfois, maman veut que tout soit parfait. Elle oublie que les gens, c'est pas des feuilles de papier. » Cette phrase-là m'a touchée au cœur. Je l'ai serrée contre moi. Tu as raison. Les gens, ça ne se gomme pas. Elle m'a aidé à arroser les plantes. Elle m'a raconté l'école, ses amis, les disputes de ses parents qu'elle a décrites avec une franchise désarmante. Je ne lui ai rien promis, sauf d'être là. Quand elle est partie, j'ai noté dans mon carnet vert. La nouvelle vie commence par ceux qui n'ont pas peur de me regarder même dans le désordre. Moi aussi, je me suis mise à faire des choses que je n'osais plus. J'ai repeint la véranda en bleu clair. J'ai ressorti ma machine à coudre et repris le vieux patchwork que j'avais abandonné après la mort de Pierre. J'ai adhéré à un atelier d'écriture où une femme m'a dit, après m'avoir écoutée, « Vous avez la voix de celles qui ont été trop longtemps silencieuses. » Je n'ai pas su répondre, mais j'ai senti quelque chose se desserrer en moi. Une liberté nouvelle peut être, ou une clarté. Puis, un soir d'avril,
Alors que la lumière dorée inondait mon salon, j'ai reçu un message inattendu. Pas de Marion, de Julien. Denise, je crois que Marion est prête à te parler. Pas à régler, pas à discuter de papier, juste parler. Je suis restée immobile pendant plusieurs minutes, puis j'ai respiré profondément. Le lendemain, à 15 heures, Marion est venue. Seule, les yeux fatigués, les épaules basses. Elle est entrée. Elle s'est assise. Elle a regardé mes mains, posées sur la table. Maman, sa voix a tremblé. Je ne voulais pas te faire du mal. Je suis allée trop vite. Trop fort. Je l'ai laissée parler. Elle a continué. J'avais peur. Peur de ne pas y arriver seule. Peur que tout m'échappe. J'ai essayé de contrôler ce que je pouvais. Même toi. J'ai eu envie de pleurer. Pas de tristesse. De soulagement. Elle avait enfin trouvé les mots justes. Ceux qui ne simplifient pas. Ceux qui reconnaissent. Marion, ai-je murmuré, je ne veux pas que tu sois parfaite. Je veux seulement que tu ne m'effaces pas. Elle a hoché la tête, en silence. Et ce silence-là, c'était le premier silence propre entre nous.